Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer. On a attendu quelques minutes et les effectifs se sont renforcés. Donc, Monsieur Thomas Piketty, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir et que vous ayez pu vous rendre disponible pour notre petit déjeuner parce que nous avons besoin de votre point de vue sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire. En effet, cet après-midi même, nous allons débattre en plénière du prochain Conseil de l'Europe. Et on sait bien que nous sommes en plein semestre européen, c'est-à-dire nous sommes en plein sur ces questions budgétaires et donc les implications aussi de ces choix budgétaires en matière de renforcement ou de mise en danger de la démocratie européenne sont particulièrement importants. Donc, bien sûr, la question des parlements nationaux, le rôle qu'ils peuvent jouer pour aider le Parlement européen à éclairer ou à contester ou à renforcer le travail de la Commission et du Conseil fait partie des sujets qui nous préoccupent beaucoup les uns et les autres. Nous pensons que le renforcement des règles de discipline européenne en matière budgétaire, notamment dans la zone euro, avec le six-pack, le TSCG et le two-pack, paraissent être un corollaire nécessaire de la monnaie unique. Et du coup, cette monnaie unique, elle se partage à 17 et non pas 27. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir au moins déjà une meilleure coordination budgétaire dans la zone euro? Cette intégration budgétaire renforcée, donc, limiterait de fait l'autonomie de décision des États en matière budgétaire. Et on voit bien les réticences qu'il y a État par État. Donc, quel est votre point de vue par rapport à ça? Pour assurer et renforcer le caractère démocratique de cette intégration budgétaire européenne, il nous semble justement que les parlements nationaux peuvent jouer un rôle positif parce qu'ils sont quand même les représentants des citoyens et ils sont ceux qui peuvent peut-être, au niveau de l'Europe, assurer effectivement cette interface avec les populations, là aussi en complément bien sûr avec le Parlement européen, puisque là nous sommes dans les représentants des citoyens de tous les côtés. Dans cet esprit, comme vous le savez, nous avons proposé la mise en place d'une conférence budgétaire rassemblant sur une base régulière les représentants concernés des parlements nationaux et du Parlement européen. Cette conférence budgétaire, c'est un projet qui a beaucoup porté à partir de l'article 13 par une résolution proposée par notre collègue Christophe Caresche, qui ne manquera pas de vous poser des questions tout à l'heure, j'en suis sûre. Elle a pour but, dans notre esprit, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été votée à l'unanimité, non seulement de notre commission, mais de l'Assemblée nationale, de décloisonner les débats budgétaires nationaux et européens, parce que nous pensons que, de toute façon, on ne peut plus aujourd'hui voir les budgets nationaux comme on les voyait avant qu'il y ait le TSCG, le two-pack et le six-pack. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que ces étapes du semestre européen, vous les voyez, vous, différemment et comment les analyseriez-vous si vous étiez pas avec nous? Donc, nous serions heureux de vous entendre plus précisément sur l'évolution aujourd'hui dans la crise de la gouvernance économique de l'Union et en particulier de la zone euro. Quelles étapes nouvelles vous paraissent-elles nécessaires pour renforcer cette union économique et monétaire? Alors on a réfléchi sur la mutualisation des dettes, sur le budget propre de la zone euro, sur l'harmonisation fiscale et sociale, sur la mise en place d'un ministre des Finances de la zone euro, c'est une grande question. C'est des idées proposées par Jean-Claude Trichet, par exemple, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Nouveau renforcement des pouvoirs de contrôle de l'Union sur les budgets nationaux, possible, pas possible. Faut-il aller, autrement dit, plus loin dans le partage de la souveraineté en matière de politique économique et budgétaire? Quelle serait pour vous l'articulation à terme entre une zone euro dont l'intégration serait renforcée et le reste de l'Union, une Union plus large, d'autant plus que continuent à entrer des États dans l'Union européenne. Nous accueillons la Croatie et tout le reste des Balkans, j'allais dire, normalement, a vocation à entrer dans l'Union européenne. Comment renforcer l'implication des parlements nationaux dans le contexte d'intégration budgétaire renforcée? Et comment cette implication renforcée peut-elle être coordonnée avec le rôle du Parlement européen? Faut-il parler donc d'un Parlement de la zone euro? Est-ce que ça vous aiderait ou ça nous aiderait en matière économique? En matière de politique économique, enfin, comment, selon vous, conjuguer efficacement
la réduction des déficits avec le soutien à la croissance, sachant que on voit bien qu'à l'heure actuelle, les peuples n'en peuvent plus du tout austérité. Et que l'Italie est là pour nous le prouver encore récemment, de même que les manifestations qui ont lieu un petit peu partout, en Espagne, au Portugal, et je ne parle pas de la situation dramatique de la Grèce. Enfin, sur les sujets d'actualité immédiate, donc, quelle est votre appréciation du compromis sur le cadre financier pluriannuel obtenu au Conseil européen des 7 et 8 février, dont nous allons quelque part redébattre nous cet après-midi, puisque nous préparons le Conseil de la mi-mars. Voilà les quelques questions d'emblée. Nous allons vous écouter avec plaisir, et puis ensuite, bon, bien sûr, nous dialoguerons. Je pense que c'est comme ça que vous allez nous éclairer au mieux. Merci en tout cas de votre présence. Merci beaucoup pour votre invitation sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, comme à vous tous. J'aimerais être capable de répondre à toutes les questions que vous avez listées. Je ne suis pas du tout sûr d'être compétent sur tous ces sujets. Je voudrais surtout dans cette intervention insister sur 2 points. Le premier, c'est que la leçon des dernières années, c'est qu'une monnaie unique, avec toute la perte de souveraineté que ça entraîne, avec 17 dettes publiques différentes, cela ne peut pas marcher très longtemps. C'est pas quelque chose, c'est pas un arrangement qui est tenable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la seule façon d'en sortir, c'est évidemment, si on veut mutualiser les dettes, il faut mutualiser le vote du déficit. Et le déficit, il ne peut pas être voté par des réunions la nuit de chefs d'État, il doit être voté par un Parlement. Et donc il faut un Parlement budgétaire de la zone euro qui, me semble-t-il, doit s'appuyer sur les parlements nationaux. Donc on peut dire que c'est une extension de la conférence budgétaire, sauf que la conférence budgétaire est purement consultative. Et là, il s'agit d'un Parlement souverain qui vote le niveau du déficit. Donc c'est quand même assez sensiblement distincte. Ça exige évidemment un changement de traité, mais enfin un changement de traité, il y en a eu un, autant que je sache, l'an dernier, ça a duré 6 mois, 1 an. Ce sont des choses qui arrivent, et quitte à faire le changement de traité, autant qu'il règle les problèmes plutôt qu'il ne les règle pas. Donc c'est pas en soi quelque chose d'impossible. Donc je vais préciser rapidement ces 2 points pour qu'on puisse surtout discuter. Donc premier point, la monnaie unique avec 17 dettes publiques différentes. Alors pendant longtemps, on ne s'est pas rendu compte du problème parce qu'il faut quand même se rappeler que jusqu'en 2009, 2008, 2009, on a rigoureusement les mêmes taux d'intérêt dans tous les pays de la zone euro. Donc, on a l'impression qu'en fait, on n'a qu'une seule dette publique puisque chacun emprunte au même taux. Les marchés n'y voient aucun problème et on voit la courbe des taux grecs, allemands, tout ça, qui sont tous totalement alignés. Et puis, d'un seul coup, les marchés se mettent à paniquer sur quand même est-ce que chaque pays va rembourser ses dettes. Et à partir de là, on a des divergences de plus en plus fortes à partir de 2009, et 2010, 2011, 2012, 2013. Et on en est toujours là et on risque fort de ne pas en sortir. Et je crois qu'il faut se rendre compte de l'ampleur de l'incertitude et des coûts que ça représente pour les États concernés. C'est-à-dire que quand vous avez un taux d'intérêt quand vous avez une dette publique qui atteint l'ordre de 100% du PIB, avoir un taux d'intérêt de 3, 4 ou 5% comme ont aujourd'hui l'Italie ou l'Espagne ou un peu plus, ou de 0 ou 1 ou 2% comme la France ou l'Allemagne, ça fait des différences dans un budget totalement considérables. C'est-à-dire vous vous retrouvez facilement avec des différences d'intérêt, de charge d'intérêt de la dette de l'ordre de 2, 3 points de PIB, suivant la valeur que va prendre votre taux d'intérêt, qui sont des sommes absolument gigantesques. Enfin, le budget total de toutes les universités en France, c'est 10 milliards d'euros, 0,5% du PIB. Donc quand vous avez une incertitude de 2 points de PIB qui vous traîne au-dessus de la tête, suivant le taux d'intérêt que les marchés vont vous imposer 1 an ou 2 ans ou 3 ans plus tard, c'est quand même très difficile de gérer un effort budgétaire face à votre opinion, de leur expliquer qu'il faut faire des économies de bout de chandelle sur quelques centaines de millions d'euros, et c'est déjà souvent très difficile de les trouver, quand vous avez des dizaines de milliards d'euros qui dépendent donc, de cette charge d'intérêt de la dette et du taux d'intérêt que vous allez avoir. Donc là, le cas de l'Italie est emblématique. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que l'Italie, actuellement, en 2013, est dans une situation d'excédent budgétaire primaire de 2,5 points de PIB. C'est-à-dire que les Italiens payent en impôts 2,5 points de PIB de plus qu'ils ne reçoivent de dépenses. Simplement, comme les intérêts sont de 5 points de PIB,
ils sont en déficit secondaire de 2,5 points de PIB. Donc il faut se rendre compte des masses en jeu que représentent ces intérêts de la dette pour les pays qui sont. Alors, vous me direz, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, l'Italie a une grande habitude de payer de très très forts intérêts de la dette depuis 40 ans, et ça, c'est sans doute une grosse bêtise d'avoir autant de dettes. Hein. Mais il reste que la grande différence, c'est que jusqu'à récemment, on pouvait toujours s'en sortir, entre guillemets, relancer la machine économique en dévaluant sa monnaie. C'est-à-dire, c'est l'arme d'un pays que ce soit l'Italie, la Grèce, qui a eu des défaillances dans sa gestion publique ou qui a un problème de compétitivité, ou les deux à la fois. C'est jamais drôle pour s'en sortir, la dévaluation c'est pas drôle, mais au moins ça permet de relancer la machine économique, en particulier de relancer la compétitivité des exportations, de faire un petit peu d'inflation, ce qui pourrait alléger une dette publique excessive, a toujours été dans tous les pays le cas au XXe siècle, a commencé évidemment par l'Allemagne. Bon, ça aide un petit peu les choses. Alors simplement, quand vous avez perdu votre souveraineté monétaire, et c'est ça la grande nouveauté de la situation actuelle, vous n'avez plus cette possibilité de dévaluer votre monnaie. Et là, ça devient quand même très très compliqué, parce que vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle parfois d'évaluation interne, donc d'essayer de réduire les salaires, les niveaux des prix à l'intérieur du pays pour regagner votre compétitivité sans dévaluer votre monnaie. Et ça, on n'a tout simplement pas d'exemple de quelque chose comme ça qui se réussisse facilement. Ça peut durer des années, ça peut durer une dizaine d'années. Et ça peut mener à un moment ou à un autre des opinions publiques à juste ne plus vouloir d'un tel deal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous perdez votre souveraineté monétaire, il faut qu'en échange il y ait quelque chose. Hein, et cette quelque chose, ça doit être l'accès à une dette publique mutualisée avec un taux d'intérêt qui soit bas et surtout qui soit prévisible. Hein, parce que c'est ça, c'est pas, je ne dis pas que c'est naturel d'avoir forcément un taux d'intérêt de 1% sur la dette publique, c'est même assez anormal quelque part. Mais ce qui compte, c'est que ce soit prévisible. Or, les petits États-nations que constituent l'Union européenne sont de petite taille finalement de par leur dette publique par rapport à l'ampleur des bilans des grandes banques internationales, par rapport à l'ampleur des marchés financiers. Et donc, il suffit d'un petit dérèglement ou simplement d'une vague spéculative ou d'une poignée d'opérateurs sur les marchés qui décident que tel pays a plus de chances de défaillir qu'un autre pour que les taux d'intérêt s'envolent de beaucoup de points et qui plongent un pays dans le désastre. Et vous savez, il faudrait beaucoup de dizaines de thèses de sciences politiques pour arriver à calculer la probabilité de défaut de tous les pays du monde. Hein. Donc il n'y a pas de complot de la part de nos chers traders, c'est juste qu'ils, les pauvres, ils sont totalement incapables évidemment de faire ce genre de calcul, donc ils font semblant d'y arriver en décidant un beau jour que le différentiel de taux doit être de 3 points et non pas de 6 points ou de 9 points ou de 2 points, mais tout ça est essentiellement un jeu de hasard. Et lorsque j'entends les dirigeants allemands et parfois les dirigeants français dire que les taux d'intérêt expriment la justice et la morale entre ceux qui ont bien géré leurs finances et ceux qui n'ont pas bien géré, tout ça c'est un peu une blague. C'est-à-dire que ces taux d'intérêt n'expriment rien d'autre que des calculs de probabilité de coin de table sur lesquels les marchés financiers ont d'ailleurs montré qu'ils pouvaient varier de tout au tout en quelques mois. Donc, bon, la France et l'Allemagne sont actuellement du bon côté de la barrière, donc c'est très tentant de dire que ces taux d'intérêt sont justes et bons et reflètent la qualité d'une politique, mais la vérité, c'est que tout ça est construit sur du sable et que, faire tenir l'union monétaire sur du sable, je trouve ça un peu gênant, surtout que ça empêche l'Union européenne d'avancer dans toutes sortes d'autres directions dans lesquelles elle aurait besoin d'avancer. Alors, la solution pour s'en sortir, alors, je pense que c'est impossible dans le cadre des institutions actuelles de sortir complètement de cette crise. Je pense qu'on a besoin. Donc, si on veut mutualiser la dette publique au sein de la zone euro, alors pas forcément au sein des 17, au sein de ceux qui veulent, après tout, il n'y a pas non plus d'obligation de le faire pour tous. Enfin, on imagine mal que ça puisse se faire sans les principaux pays, évidemment. Si on veut avancer dans cette voie, après, vous ne pouvez pas avoir une dette mutualisée et ensuite décider chacun dans votre coin combien vous émettez de cette dette commune. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc forcément, ça veut dire un vote commun du déficit. Hein. Et ce vote ne peut se faire que par un Parlement. Enfin, c'est comme ça qu'on vote un déficit public dans toutes les démocraties. Et ce Parlement, alors pour être le Parlement européen ou la Chambre zone euro du Parlement européen,
il me semble qu'on ne s'oriente pas vers une situation de ce type, qu'on ne s'orientera jamais dans une situation de ce type, parce qu'on ne peut pas contourner les parlements nationaux à ce point, me semble-t-il. Et je pense que la solution qui a été exprimée ici et là, et qui, d'une certaine façon, on peut, si on veut être optimiste, on peut dire que l'article 13 du traité de l'an dernier va un peu dans cette direction, même si c'est une réunion purement consultative à ce stade qui est prévue. Il me semble que la bonne solution, c'est de bâtir un parlement budgétaire de la zone euro, qui soit vraiment la réunion de députés des assemblées nationales. On peut penser à des représentants des commissions des finances, des commissions des affaires sociales, des commissions des affaires européennes, je ne sais pas, mais qui soit au prorata, pour finir, de la population. Et ce Parlement voterait, ne serait pas là à titre consultatif, mais voterait de façon souveraine le déficit de la zone euro chaque année. Alors, que voterait-il exactement? Moi, je ne prétends pas avoir de solution parfaitement écrite. Je pense que toute personne a de solution totalement écrite. On invente. La construction européenne n'a pas d'équivalent dans l'histoire, donc on est tous un peu obligés d'inventer des solutions. Il me semble que le minimum que doit voter ce Parlement, c'est le niveau du déficit, ce qui laisse ensuite chaque Parlement national, une fois que vous avez un déficit de 2 points de PIB ou de 1 point de PIB ou de 3 points de PIB, chaque Parlement national reste, dans ce cas extrême, totalement libre de ses impôts, de ses dépenses, de ses impôts au niveau de ses dépenses. C'est-à-dire, à la limite, vous pouvez avoir 2 points de PIB de déficit, mais vous pouvez faire ça avec 30 points de PIB d'impôts et 32 points de PIB de dépenses. Enfin bon, il y a différentes façons de le faire, et évidemment la répartition de ces impôts et de ces dépenses ne concerne chaque Parlement national. Donc dans une forme extrême, il n'y aurait que le déficit qui serait voté. Après, on peut imaginer des instruments fiscaux, des instruments budgétaires qui soient également mis en commun, et je n'ai pas de réponse parfaitement précise à ça. Mais si on s'en tient à cette question du vote en commun du déficit, il faut se rendre compte quand même l'importance que le changement que ça représenterait et le caractère absolument indispensable d'une solution de ce type si on veut aller au bout de propositions qui ont été faites, par exemple sur le fonds de rédemption de la dette publique par le Conseil des économistes qui conseillent la chancellerie allemande, qui a fait cette proposition en décembre 2011, proposition qui a été reprise qui est très intéressante, qui a le mérite d'exister, et qui n'est pas parfaite, mais qui est là, et qui a été reprise notamment dans plusieurs rapports, mais en particulier dans le rapport dont s'est occupé Sylvie Goulard au Parlement européen, qui reprend comme première proposition d'urgence la constitution donc, de ce fonds de rédemption, dont l'idée est donc de mettre en commun toutes les dettes publiques dépassant 60% du PIB, et ensuite que c'est donc le premier contributeur serait l'Italie. Le deuxième contributeur en euros serait l'Allemagne, ce qui est quand même intéressant, parce que la dette publique est la même qu'en France, mais comme le PIB est plus important, enfin 1 milliard d'euros, ça ferait plus de dette allemande. La France, l'Espagne, tout ça ferait un gros paquet de dettes. Et l'idée qui vient d'Allemagne au départ, du Conseil des économistes allemands, qui ne sont pas une assemblée de gauchistes, qui sont. Alors c'est une proposition qui a été refusée par la chancelière allemande, mais qui a été soutenue par le SPD, qui a été soutenue par le groupe centriste au Parlement européen. Bon, ça fait débat. L'idée dans cette proposition, et ce qui manque dans cette proposition, c'est que on fait comme si, et le rapport de Sylvie Goulard ne va pas plus loin sur ce point, on fait comme si, une fois qu'on avait mis ensemble toutes ces dettes supérieures à 60% du PIB, on rentrait dans une phase de pilotage automatique pour ramener ça en 25 ans à zéro. C'est ça l'idée, c'est ensuite on amortit cette dette. Chaque État remboursera finalement à ce fonds l'équivalent de ce qu'il a mis au départ, mais avec quand même un taux d'intérêt commun quand on amortit sa dette, c'est-à-dire qu'on réémet chaque année de la dette quand les titres viennent à échéance. Et puis 25 ans plus tard, tout ça sera ramené à zéro, et donc chacun en fait n'aura plus que sa dette à 60% du PIB, puisque ce fonds de rédemption, d'ailleurs comme l'indique son nom un peu moralisateur, permet de tout ramener à zéro. Alors tout ça est bien joli, sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire vous ne pouvez pas décider 25 ans à l'avance du rythme de désendettement chaque année. Et ça dépend quand même de la conjoncture économique, on le voit actuellement, ça dépend de tout un tas de choses. Donc la question centrale, c'est qui va décider chaque année. Cette proposition est très bonne, il lui manque juste son volet politique, son volet de gouvernance, qui est quand même pas rien. C'est-à-dire, qui va décider chaque année du rythme de désendettement. Très bien, il faut ramener ce fonds à zéro, d'accord, mais quelle année va-t-on le ramener à zéro, plus ou moins vite? Donc autrement dit, quel va être le déficit annuel sur cet instrument commun, sur cette dette mise en commun. Et c'est là que, sans Parlement budgétaire de la zone euro, cette proposition ne tient pas
ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'on va pas. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte qu'on ne peut pas continuer de fonctionner avec finalement comme seul organe de décision des conseils de chefs d'État qui se réunissent en permanence dans des sommets de la dernière chance et qui nous annoncent à 5 heures du matin que l'Union est sauvée, sans qu'on sache très bien, d'ailleurs sans qu'ils sachent très bien eux-mêmes parfois ce qui a été décidé. C'est quand même un mode de gouvernance qui n'est pas digne d'une Union européenne démocratique. C'est l'Europe du Congrès de Vienne, mais c'est pas l'Europe. Enfin, c'est pas ça ne marche pas. Parce que j'insiste quand même sur ce point parce que pendant longtemps on a vécu dans cette illusion. Je me souviens au moment du vote du traité de 2005 que, en fait, on n'a pas besoin de créer ce Parlement budgétaire ou cette deuxième chambre de l'Europe, puisqu'on a déjà en fait 2 chambres dans l'Europe. On a le Parlement européen, on a le Conseil des chefs d'État qui est simplement la deuxième chambre, de même que dans la Fédération américaine, il y a le Sénat et la Chambre des représentants. Là, je pense qu'il est plus que temps quand même de constater que cette illusion ne tient pas. C'est-à-dire qu'un Parlement avec 17 membres, 17 chefs d'État, ou 27 d'ailleurs, quand vous en avez surtout 2 parmi les 17 ou les 27, le chef d'État français et allemand, qui pèsent beaucoup plus que les autres, c'est pas un Parlement. Un Parlement, ça demande quand même un peu plus de monde, 100 personnes, 200 personnes. Et puis surtout, ça demande un mode de délibération qui est public, avec des propositions. Enfin, vous connaissez ça 1000 fois mieux que moi, mais c'est quand même une grande différence. C'est-à-dire qu'au moins, on a un vote, un débat, des arguments qui sont échangés, et puis finalement, il y a une majorité, une minorité. On sait ce qui a été décidé, parce qu'il y a quand même, on ne peut pas juste faire des déclarations, des communiqués dans les conférences de presse. Donc, ça change tout. Et pour voter un déficit, qui est une décision qui devra être prise chaque année, et parfois en urgence en cours d'année, si la situation l'exige, j'aurais besoin de faire des décisions rectificatives. Je pense qu'une bonne solution, on a besoin d'un Parlement souverain, et une bonne solution qui est viable pourrait être d'imaginer que une semaine par mois ou par trimestre, ou quand l'urgence l'exige, ou à des moments précis, les 20 ou 30 ou 40 membres de chaque Parlement national qui se retrouveraient dans ce Parlement budgétaire de la zone euro se réuniraient à Bruxelles et voteraient ce déficit. Alors, je pense que ça va tout à fait ensemble avec un ministre des Finances de la zone euro, dans le sens où on a besoin quand même de quelqu'un qui soumette des propositions à ce Parlement budgétaire. Et c'est le rôle d'un ministre des Finances qui devrait être approuvé par ce Parlement budgétaire de la zone euro, co-désigné avec les responsables de l'État. Moi, je n'ai pas de proposition parfaitement précise. Ce qui est certain, c'est que pour finir, c'est ce Parlement, après proposition du ministre des Finances, qui serait souverain pour voter ce niveau du déficit. Ensuite, à la limite, chaque pays, dans une fédération, chaque pays a tout à fait le droit de dire « moi j'ai besoin de plus de déficit » et donc d'émettre sa propre dette. Mais là, pour le coup, personne ne la garantira. Et je crois qu'il sera parfaitement clair pour les marchés et pour tout le monde que cette dette secondaire, forcément, elle est beaucoup moins garantie et il faut mieux. Et en pratique, elle n'ira pas très loin parce qu'elle risque de coûter cher et c'est un peu ce qui se passe dans les États américains. Donc voilà un peu l'essentiel de ce sur quoi je voulais intervenir. Rien n'est simple dans cette histoire parce que c'est vrai qu'on rentre dans une situation où les apports de chacun dans le fonds commun de dette ne sont pas les mêmes. Donc déjà dans la proposition de fonds de rédemption, il y a de fait des obligations financières de chaque pays qui ne peuvent pas être les mêmes. À partir du moment où vous avez des pays qui rentrent dans le fonds avec beaucoup plus de dettes que d'autres, forcément, ils vont avoir pour très longtemps encore des obligations financières qui ne seront pas les mêmes, donc des recettes affectées à ce fonds qui ne sont pas les mêmes. Donc voter collectivement là-dessus, forcément les clivages nationaux risquent de peser lourd, mais je pense qu'ils pèseront quand même beaucoup moins lourd que dans une réunion de chefs d'État, où là, pour le coup, on est dans l'affrontement pur d'intérêts nationaux. Un chef d'État ne peut pas faire autre chose que se défendre l'État qu'il dirige. Alors que quand vous avez 20, 30 parlementaires qui représentent un pays, ou plus, moi je n'ai pas motivé le chiffre, vous avez forcément des coalitions qui vont regrouper des parlementaires PS, des parlementaires SPD, des parlementaires UMP, des parlementaires CDU, et c'est très bien comme ça. Et voilà, certains voudront un rythme de désendettement plus ou moins rapide. Très bien, la démocratie parlementaire décidera. Et ça ressemblera, et je pense que quoi que puisse sortir d'un tel mécanisme, et ce ne sera pas toujours parfait, ce sera mieux que la situation actuelle. Voilà.
hein, où on a cette situation de divergence durable des taux d'intérêt entre les grands pays de la zone euro qui est intenable, qui rend très difficile l'assainissement budgétaire en Espagne et en Italie, parce qu'à nouveau, quand vous avez une telle incertitude qui plane au-dessus de votre tête sur les charges d'intérêt à venir dans les années qui viennent, c'est très très difficile d'aller expliquer à votre opinion les efforts à faire ici et là. Je pense que si on ne s'oriente pas résolument dans une solution de ce type-là, on risque de perdre beaucoup de temps. Je suis pas sûr que la zone euro explose. Je pense que l'attachement à l'euro est très fort en Italie, en Espagne. Simplement, on perd énormément de temps et pendant ce temps-là, le reste du monde continue d'avancer et c'est quand même un peu embêtant parce que dans le fond, voilà, nous avons le meilleur modèle social du monde et on devrait avoir un système économique, financier, politique qui fonctionne mieux que cela. Merci beaucoup de ce grand balayage que vous avez fait de la zone euro et de ce qui pourrait arriver. Il y a déjà 2 inscrits. On va commencer par eux et puis on va voir après. Voilà, on en rajoute déjà. Donc, Joachim Pueyo. Oui, je voulais simplement vous poser une question parce que l'Union européenne tente d'harmoniser les politiques budgétaires avec la monnaie unique. Mais je me pose la question par rapport à la fiscalité, parce qu'il n'y a pas enfin, on sent mal une politique pour harmoniser la fiscalité. Il y a quand même pas mal de concurrence fiscale. Il y a même des pays qui pratiquent le dumping fiscal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le président de la République, je crois, a annoncé il y a quelques semaines, il faudrait que l'harmonisation fiscale revienne sur la scène européenne. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait une clé également pour une meilleure intégration et une meilleure lisibilité également, et peut-être une meilleure harmonisation au niveau de l'Union européenne si on s'attaquait également à la fiscalité? Voilà, c'est une question que je voulais vous poser à ce sujet-là. Merci. Christophe Caresch. Oui, alors, d'abord sur la mutualisation de la dette, la France a plaidé pour cette option quand même. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un refus quand même très net de l'Allemagne. Même si les propositions viennent d'Allemagne. Enfin, elles n'ont pas été portées par la chancelière. Mais c'est vrai que je conçois tout à fait que théoriquement, c'est la perspective la plus souhaitable. D'ailleurs, on verra au niveau du Tupac, puisqu'on est en discussion actuellement entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission. Et la demande du Parlement européen, c'est qu'il y ait alors, je ne sais pas trop ce qu'ils vont obtenir, mais je pense que ce sera essentiellement une étude faite par un groupe de haut niveau, comme on dit au niveau européen, qui devrait prendre en charge cette question de la mutualisation de la dette à travers notamment la problématique du fonds de rédemption. Donc peut-être qu'on aura peut-être une petite avancée sur cette question à l'occasion de l'adoption du Tupac. Alors, dans l'attente, il y a quand même plusieurs sujets sur lesquels je voulais vous interroger. Il y a évidemment l'union bancaire, qui est quand même une façon peut-être un peu détournée, mais d'essayer en tous les cas, c'est comme ça qu'elle avait été posée au début par l'Italie et l'Espagne dans le Conseil du mois de juin. Donc d'essayer de découpler le lien entre les États et les banques, qui est une façon aussi de soulager le poids qui pèse sur les États. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette idée? Le deuxième point qui est en discussion actuellement et que la France essaye un peu d'élargir, mais ça va être aussi très difficile, c'est l'idée d'avoir une capacité budgétaire interne à la zone euro. Du côté allemand, cette question est vue plutôt comme une capacité budgétaire permettant d'accompagner les réformes structurelles. La France voudrait manifestement essayer d'élargir cette capacité, et justement pour accompagner un certain nombre pas seulement de réformes structurelles, mais aussi d'éléments de relance dans les pays concernés. Donc là aussi, est-ce que cette question, quelle réaction vous inspire un peu cette idée? Sur le Parlement de la zone euro, moi j'y suis tout à fait favorable. On a plusieurs problèmes. Et alors pour le coup, on a un problème avec le Parlement européen. Il ne faut pas se cacher les choses.
on essaye de le plaider sur la conférence budgétaire avec des difficultés, des difficultés qui sont quand même extrêmement lourdes. Le Parlement européen ne voit pas cette affaire d'un très bon œil, car il y voit une remise en cause, en fait, de son existence, de son identité. À mon avis, à tort, parce que pour l'instant, le Parlement européen n'a pas en charge les budgets et les budgets nationaux. Parce que, enfin, excusez-moi, je vais peut-être un peu long, mais dans un système fédéral, les institutions fédérales contrôlent le budget fédéral. Donc le Parlement fédéral, il contrôle le budget fédéral. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas de budget fédéral. Donc en fait, la régulation, elle se fait par les budgets nationaux. Et donc, on ne peut pas avoir un Parlement, une institution fédérale qui contrôle un outil, un budget national. Je pense qu'il y a quand même une construction très, très, très particulière qui est en train de se mettre en place, qui, à mon avis, est liée au fait qu'il n'y a pas de budget fédéral. Et donc, on est obligé, en quelque sorte, de passer, si j'ose dire, par les budgets nationaux pour avoir une régulation à travers la discipline budgétaire, etc. Et là, évidemment, on est face aux parlements nationaux. Ou alors, vous l'avez dit, je ne vois pas comment on peut totalement écarter les parlements nationaux de cette affaire. Bon, enfin, voilà. Ça, c'est un peu plus à long terme, mais voilà. Merci Christophe de redire je vais dire, c'est presque notre credo, là, maintenant. Donc, on va continuer. Éric Alauzet. En tout cas, comme vous le voyez, mais surtout d'articuler cette question de l'harmonisation fiscale avec celle que vous venez d'évoquer, de la mutualisation de la dette. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Autrement dit, quand vous disiez tout à l'heure, on peut mutualiser, mais laisser une forme de souveraineté au pays, c'est eux qui vont fixer le niveau des recettes et des dépenses. Pour le coup, la question de l'harmonisation fiscale, elle impacte directement. Alors, est-ce que c'est pas un obstacle, finalement, la mutualisation de la dette à une harmonisation fiscale? Ou l'inverse, parce que ça facilite, mais... Merci. Vous allez essayer de répondre à cette série de magnifiques questions. Et puis, on verra ensuite s'il y a une petite relance de la part de nos collègues. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, la France a plaidé pour la mutualisation de la dette, mais l'Allemagne n'a pas voulu. Je pense que ceci est faux. Je pense que la France n'a pas plaidé pour la mutualisation de la dette. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai entendu publiquement, je ne sais pas ce qui se dit en secret, mais publiquement, aucune proposition française. C'est-à-dire qu'à partir du... Vous ne pouvez pas dire la mutualisation de la dette si vous ne dites pas qui décide du déficit commun. Ça revient à dire à peu près rien du tout. Parce que mutualiser la dette et faire comme si chacun allait continuer dans son coin de décider de la quantité de dette qu'il émet... Enfin, c'est une gigantesque blague. Et le président de la Bundesbank, qui n'est pas par ailleurs la personne la plus sympathique du paysage européen, avait tout à fait raison de venir faire une interview dans Le Monde disant attendez, on ne vous donne pas une carte de crédit sans pouvoir décider ensemble de combien vous dépensez sur cette carte de crédit. Donc tout ça était vraiment ridicule. C'est-à-dire que proposer la mutualisation des dettes sans dire le mode de gouvernance qui permet de fixer le déficit commun revient à peu près à ne rien dire du tout. Donc je pense qu'il aurait fallu, et qu'il faut toujours, prendre les Allemands au mot et faire une proposition. Je ne dis pas que celle dont je parle, du Parlement budgétaire de la zone euro à partir des commissions des finances des parlements nationaux, soit la seule possible. Il y en a peut-être d'autres, il y en a sans doute plein d'autres. Mais comment on en fasse une ? Et que ce soit fait publiquement. Et que si les Allemands n'en veulent pas, ou une partie des Allemands n'en veulent pas, ils le diront publiquement, et les choses au moins auront été dites, et peut-être permettront d'avancer le coup suivant. Mais quand vous ne faites pas de proposition publique sur ce sujet, vous ne pouvez pas dire ensuite « Ah, c'est de la faute des Allemands qui n'en ont pas voulu ». Je pense que quelque part, les Allemands, voilà, dans la conjoncture actuelle, ont leurs défauts, leurs qualités. Ils sont quelque part plus près que les Français sur leur réflexion fédérale, d'aller dans l'union politique. En même temps, ils ont un peu tendance à se comporter en donneurs de leçons par rapport à l'Europe, la terre entière, vu leur situation commerciale, budgétaire. Donc tout ça, c'est compliqué. Je veux dire, je dis pas que tout est de la faute de la France. Mais enfin, en tout cas, la France n'a pas fait de proposition permettant d'aller vers la mutualisation de la dette. Et je pense que sur ces questions, il est important que les choses soient dites, non pas pour qu'elles se déroulent forcément tout de suite, mais pour au moins prendre date. Et je pense en particulier qu'il est important que les parlementaires français, à commencer par les membres de la Commission des affaires européennes, s'ils pensent que ce type de solution est souhaitable, disent noir sur blanc
quelle est la différence entre une conférence budgétaire purement consultative, ce qui est utile, mais enfin des conférences purement consultatives, je participe à beaucoup de conférences en tant qu'universitaire, c'est tout à fait indispensable et en même temps ça a ses limites. Ça a ses limites. Donc je crois qu'il faut quand même dire les choses. Il ne faut pas faire comme si c'était. Bon, il faut dire, je crois, et l'écrire. Écrire que ce qu'il faut, la seule façon de décider d'un déficit commun ou d'autres mesures économiques, et je dirai un mot sur la fiscalité, mais déjà pour commencer, ce déficit commun, cette dette commune, ça ne pourra jamais se faire sans un Parlement souverain qui vote les décisions. Alors là où je suis d'accord avec vous, en revanche, je suis légèrement en désaccord sur l'idée que la France a proposé la mutualisation des... Enfin, je suis vraiment en désaccord. Là où je suis en accord... Je suis d'accord. Oui, mais je pense que c'est important que ce soit dit publiquement, parce que le fait que moi je le dise, dans le fond, ça n'a à peu près aucune importance, alors que des membres de la Commission des affaires européennes qui le disent, là, ça commence à avoir plus de poids. Ça a bien commencé à être fait, si je puis dire. Oui, j'ai lu les textes écrits, les résolutions issues de la Commission, c'est-à-dire qu'on appelle à la réunion de la conférence, ce qui est très bien, mais dans ce cas, disons, pour nous, ça ne peut être qu'un premier pas sur un Parlement budgétaire de la zone euro souverain qui vote la dette, et c'est la seule. Enfin, les choses doivent être dites, parce que au moins, ça permet aussi de donner un peu d'espoir, parce que c'est pas, il n'y en a pas toujours beaucoup par les temps qui courent. Là où je suis par contre parfaitement d'accord avec vous, c'est qu'on a un problème avec le Parlement européen. Et même, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que, comme souvent les plus européens de nos responsables politiques sont au Parlement européen, en partie, pas seulement, évidemment, il y a plein d'exceptions, mais une partie des plus européens de nos responsables politiques sont au Parlement européen, et ils ont malheureusement à la fois ils ont envie d'une Union européenne et d'une union budgétaire qui avance, et en même temps ils ont envie de défendre le Parlement européen. Et je pense que malheureusement il y a une contradiction dans les termes, parce que dans le fond, enfin moi j'imagine très mal qu'on va donner au Parlement européen ou même à sa configuration zone euro la possibilité de voter à la place des parlements nationaux le niveau du déficit public, et je pense que on tourne autour du pot depuis très longtemps, et qu'on ne pourra en sortir que quand on aura assumé le fait qu'on a besoin d'une deuxième chambre parlementaire en Europe, un parlement budgétaire spécifique à la zone euro, ce qui dans le fond n'est pas très original, puisqu'il y a quand même beaucoup de pays, de fédérations dans le monde qui ont plusieurs chambres, donc le fait d'en avoir deux. Après, l'articulation exacte entre les deux, je pense quand même que le dernier mot sur le vote du déficit devrait être celui du parlement budgétaire de la zone euro issu des parlements nationaux, mais on peut imaginer, comme ça se passe dans le bicaméralisme français, une étape avec le Parlement européen jouant un rôle de Sénat en France, et ce qui permet quand même une procédure parlementaire utile avec deux chambres. Bon, avoir deux chambres qui ont chacune leur droit de veto comme aux États-Unis, ça conduit parfois à des légères difficultés, et je suis pas sûr qu'on ait forcément envie de réinventer ça dans l'Union européenne. Mais bon, après, tout est possible. De toute façon, chaque construction politique et fédérale de cette taille est tout à fait unique et incomparable. Donc on peut pas. Alors après, quel serait au-delà de ce vote du déficit, les questions sur la fiscalité? Bon, là, je dirais tout est ouvert, et à long terme, on peut imaginer un très haut degré d'harmonisation fiscale. Je pense quand même que le plus urgent, c'est vraiment cette question de la crise de la dette. Et donc, cette question du taux d'intérêt, j'insiste parce que pour beaucoup de gens, ça paraît un peu abstrait vu les masses en jeu, qui semblent très abstraites. Mais vraiment, quand vous avez des dettes de ce niveau-là, entre payer, enfin, je pense que quelqu'un qui a emprunté pour sa maison, entre payer 0% ou 5% de taux d'intérêt, ça peut vraiment mettre votre budget dans des situations, enfin surtout avec les niveaux de dette qu'on a, dans des situations complètement différentes. J'insiste sur le fait que l'Italie est actuellement en excédent budgétaire. Les gens ont payé en Italie beaucoup d'impôts supplémentaires l'an dernier, et à la fin de l'année, ils constatent que le pays est toujours en déficit vu la charge énorme d'intérêt de la dette. Et donc les gens se disent, alors tout le monde en Europe dit Mario Monti est formidable, mais les gens forcément sur place se disent, attendez, c'est quoi cette histoire? On paye tous des impôts on a augmenté, on est en pleine récession, le déficit n'a pas diminué à cause de la charge d'intérêt de la dette. À quoi tout cela sert? Et tout vient du fait que malgré les énormes efforts budgétaires, en fait, à nouveau, une situation d'excédent, j'insiste, l'Italie est en excédent, la Grèce actuellement est en léger excédent primaire. C'est-à-dire la Grèce a moins de dépenses publiques que d'impôts. C'est vraiment la charge d'intérêt de la dette, payée en l'occurrence à nous-mêmes, en grande partie, aux institutions européennes, qui crée la spirale de la déficit. Alors maintenant, ces forts taux d'intérêt sont en partie justifiés parce qu'il y a eu des mauvaises gestions, mais la bonne façon d'en sortir, à nouveau, c'est le
l'unification de notre capacité d'emprunt, mais qui pour le coup, il faut bien se rendre compte que ce Parlement budgétaire de la zone euro, c'est quand même d'une certaine façon, c'est aussi une perte de souveraineté. C'est-à-dire que ce Parlement, cette Assemblée nationale, perdrait quand même une grande partie de sa capacité, puisque le vote du déficit serait fait en partie par des députés français, mais en partie par des députés allemands, italiens, espagnols. Les Allemands compteraient plus. Numériquement, que ce soit en termes de PIB ou en termes de population, c'est la même chose, puisque tous les pays, Italie, France, Allemagne, ont à peu près le même PIB par habitant, donc ça ne fait pas beaucoup de différence. Donc ça représente un gros changement, mais qui je pense en vaut la peine. La fiscalité, à mon sens, vient ensuite. Disons, c'est moins urgent. Il y a moins cette urgence sur la crise de la dette. Alors maintenant, on voit bien qu'on ne peut procéder que instrument fiscal par instrument fiscal, et il faut le faire uniquement. Il faut se lancer dans des harmonisations que si ça apporte quelque chose vraiment en plus que les États-nations n'arrivent pas à faire par eux-mêmes. Donc, et les choses peuvent aller assez vite. Qui il y a quelques années aurait pensé que sur la taxe sur les transactions financières, il y a des avancées. Alors, bon, moi je suis pas sûr en l'occurrence que ce soit forcément la chose la plus importante, la taxe sur les transactions financières. Je pense que de toute façon c'est beaucoup plus urgent d'avancer sur l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, dont on voit bien ça devient impossible pour un pays individuel de prélever correctement l'impôt sur la société. Enfin, le contournement est absolument massif, et ce sera de pire en pire si on ne crée pas entre les pays qui le souhaitent une assiette commune et autant que possible à taux commun. Et ces instruments fiscaux, j'ajoute à titre personnel que ce qui caractérise les États-Unis par rapport à l'Europe, c'est dans les évolutions des inégalités, des revenus, des patrimoines, c'est une très forte explosion des très hauts revenus, des 1%, des 10% des revenus les plus élevés, qui ont augmenté beaucoup plus fortement ces 20-30 dernières années aux États-Unis qu'en Europe. Maintenant, ce qui caractérise l'Europe, c'est une extraordinairement forte progression des patrimoines immobiliers et financiers, qui en termes de nombre d'années de PIB, de revenu national, au cours des 20-30 dernières années, ont retrouvé des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la belle époque, si on met les choses en perspective historique. Donc on a énormément de dettes publiques, mais on a beaucoup de patrimoines qui sont autrement plus élevés que toutes nos dettes publiques. Je crois qu'il faut se rendre compte, le total des patrimoines financiers immobiliers détenus par les ménages de l'Union européenne, net de toutes les dettes, après avoir retiré toutes les dettes, on dépasse les 50 trillions, enfin les 50 000 milliards de, je ne sais pas comment on dit en français, les trilliards, enfin en anglais on dit les trillions, enfin 50 000 milliards d'euros, juste à titre 50 000, 60 000, à titre, ça fait 20 fois plus que toutes les réserves de la Chine. Les réserves de la Chine, c'est 3 trilliards d'euros. Donc il faut quand même se rendre compte, le monde riche est riche. Enfin, il y a beaucoup plus de patrimoine en Europe que de dettes, et beaucoup plus de patrimoine en Europe que partout ailleurs dans le monde. Alors, dans une situation comme ça, il est très tentant de taxer un petit peu le patrimoine. Et c'est évidemment ce que font les gouvernements italiens et espagnols ces dernières années, quelle que soit leur couleur politique. Ça va au-delà de la politique. C'est-à-dire que quand vous avez des bases fiscales pareilles, ne pas mettre un petit pourcentage dessus, ce serait de la folie. Donc c'est ce qu'a fait Monti en Italie, c'est ce qu'a fait Rajoy en Espagne, qui a quand même réintroduit l'impôt sur la fortune que le gouvernement socialiste précédent avait supprimé. C'est quand même intéressant. Donc on a un mouvement dans cette direction, mais qui est très difficile pour les pays de mener tout seuls. C'est-à-dire qu'en particulier, c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes tout seul dans votre coin, les patrimoines immobiliers, c'est facile, les patrimoines financiers, c'est plus difficile. Et c'est comme ça que Monti s'est retrouvé à introduire une taxe sur les patrimoines immobiliers à un taux 8 fois plus élevé que sur les actifs financiers, en se disant, comme ça, les actifs financiers partiront pas trop vite si je les taxe 8 fois moins que les patrimoines immobiliers. Enfin, vous voyez que c'est une politique fiscale qui est pas très satisfaisante, parce que, manque de peau, ce sont les actifs financiers qui sont les plus importants pour les patrimoines les plus élevés. Donc c'est vraiment, on invente l'impôt régressif, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, et a conduit certains responsables politiques à dire, moi je vais vous rembourser immédiatement la taxe sur le patrimoine immobilier, parce que vraiment, ça peut plus durer. Donc, sur ces questions-là, sans harmonisation européenne, la souveraineté fiscale des pays est en fait très limitée. Donc moi je pense que ces questions fiscales sont très importantes à terme. Bon, maintenant on ne va pas à nouveau, je pense qu'il faut procéder instrument par instrument. Je pense qu'il ne s'agit pas de tout harmoniser. Je pense que l'impôt sur la société est sans doute la première des priorités.
Et puis, avant ces questions fiscales, la première priorité reste, je crois, la question de la dette et de la crise de la dette. Merci. Alors moi, je vais rajouter juste une petite question, parce que vous nous avez déjà largement éclairé, mais en particulier avec le débat difficile que nous avons avec nos collègues du Parlement européen. Il n'y a pas très longtemps, vous vous en souvenez, en salle Lamartine, nous avons fait une audition, et parmi les auditionnés, il y avait Jean Arthuis et Danny Cohn-Bendit. Alors, pourquoi je cite Danny Cohn-Bendit? Parce que lui, son point de vue, c'est de dire... le gouvernement de la zone euro, ça ne me paraît pas être la bonne jauge, parce que pour moi, il n'y a que 2 États qui vraiment ne seront pas dans la logique de ce qu'on peut demander à la zone euro, qui sont la Grande-Bretagne et, je ne me souviens plus de l'autre, ça doit être la Suède, me semble-t-il. Bon. Donc, est-ce que cette position-là, qui est de dire, mais grosso modo, tous les États ont vocation à rentrer dans la zone euro. Et on voit bien, par exemple, que la Pologne dit qu'elle s'y prépare, que les pays baltes, il y en a un qui est en train de la Lituanie, qui est en train d'essayer de rentrer, etc. Est-ce que du coup, on ne peut pas, avec la même logique que vous avez mise en place, raisonner en disant, là aussi, pour relayer un petit peu ce qu'a dit Christophe Caresh, nous essayons de nous appuyer sur le TSCG, l'article 13, pour dire nous sommes dans une logique de premier pas. Il faut aller plus loin. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux passer la pilule quelque part, si je puis dire, en disant premier pas, la conférence, second pas, le Parlement de la zone euro, troisième pas, les 25 États. Grosso modo, est-ce que ça vous paraîtrait une progression entendable et que la France pourrait porter? Et est-ce qu'elle peut porter des sujets comme cela dans une actualité aussi redoutable que celle qui est que dans quelques jours, le Conseil européen va de nouveau se réunir avec un Parlement européen qui est vent debout contre les choix financiers qui ont été faits au mois de février. On est quand même dans une tension, si je puis dire, entre ce qu'a décidé le Conseil, ce que disent les parlements aujourd'hui, le Parlement européen, et même nous, notre position en tant que commission, donc en tant que partie prenante de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut profiter de cette tension pour essayer de faire mieux entendre cette voix-là, ou est-ce que ça vous paraît un petit peu risqué? Oui, non, moi je pense qu'on peut et qu'on doit, enfin que la Commission des affaires européennes et l'Assemblée nationale française peut et doit faire entendre sa voix dans cette direction, et aura beaucoup plus de poids. Oui, parce que quand on dit juste vive la conférence budgétaire, vive la conférence des parlements nationaux, il y a quand même un risque d'être interprété par les gens du Parlement européen et puis par tout le monde comme simplement un message de défense des parlements nationaux. Bon, parce que voilà, chacun défend son parlement, les parlementaires européens. Bon, très bien. Bon. Alors que l'avantage de parler de parlement budgétaire de la zone euro, c'est que là, il y a quelque chose de nouveau, et il y a clairement l'indication qu'on est prêt, que le Parlement français et ses membres, enfin une partie au moins, sont prêts à de fait des abandons de souveraineté, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que ce serait le déficit commun, il nous sera en partie imposé. Donc je pense que ça donne beaucoup plus de poids, et ça montre, en particulier aux membres du Parlement européen, qu'il n'y a rien d'anti-européen, d'anti-fédéraliste dans cette position. C'est simplement qu'il faut une chambre spécifique, une chambre budgétaire spécifique. On dit souvent dans les fédérations, et voilà, il y a une chambre qui représente les citoyens, il y a une chambre qui représente les États. Bon, d'une certaine façon, ce Parlement budgétaire, partant des parlements nationaux, représente les États-nations, enfin en tout cas les parlementaires d'États-nations. Bon, c'est une forme qui n'existe pas dans l'histoire de deuxième chambre, autant que je sache, mais enfin on peut trouver des équivalents. Enfin, de toute façon, on est dans des constructions à nouveau politiques qui peuvent pas se baser sur un modèle existant. Donc on peut tout à fait défendre l'idée d'un bicaméralisme européen qui prenne cette forme. Et ça rend beaucoup plus facile de enfin mettre sur la table avec le Parlement européen le fait que le Parlement européen, aussi estimable soit-il, ne pourra jamais se substituer complètement aux parlements nationaux sur les questions budgétaires. Et je crois on tourne autour du pot, parce qu'en fait, dans le fond, tout le monde le sait. Moi, je remarque que même dans le rapport de Sylvie Goulard, dans la première partie de son rapport, dans lequel elle défend le fonds de rédemption, à aucun moment elle ne dit que le Parlement européen devra décider directement du rythme
de désendettement de ce fonds de rédemption. Elle fait exactement comme le conseil des sages allemands, elle fait comme si tout ça allait se faire en pilotage automatique. Si on dit sur 25 ans, ce sera réduit à zéro. Mais qui va décider du rythme exactement de désendettement de ce fonds ? On ne va pas continuer avec ces réunions de conseil des chefs d'État qui à chaque fois se terminent au milieu de la nuit. On ne sait même pas ce qui a été décidé. Enfin, ça devient vraiment, c'est pas possible. Puis visiblement, on change le président, mais le goût de nos dirigeants pour ce genre de messe reste inchangé. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Enfin, je sais pas. Enfin, vu de l'extérieur, c'est quand même bon. On se demande combien de temps ceci peut durer. Donc je pense que les tensions actuelles, et d'une certaine façon, je crois aussi que la réaction du Parlement européen face au nouveau budget qui a été négocié il y a quelques semaines par les chefs d'État, cette réaction très très forte que moi je trouve plutôt positive. S'explique en partie par ce mode de gouvernance lamentable qui consiste comme ça à décider du budget pour 5 ans à huis clos où on est tous là à supposer les arguments qui ont été échangés, les tractations qui ont été faites. Enfin c'est pas tenable. Hein, je crois que là on n'est pas. Oui, c'est pour ça. Écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question, parce on a épuisé notre temps. Sinon, je pense que nous allons vous remercier largement pour nous avoir éclairés. Merci parce que ça nous aide à trouver des arguments. Vous avez bien compris que collectivement, nous ramions un petit peu dans le même sens que ce que vous nous proposez. Et merci parce que ça nous donne des arguments et du travail. Et je pense qu'on va décider d'auditionner aussi vite que possible Sylvie Goulard. Moi, je vais essayer de la joindre, Sylvie, assez vite. Parce que je crois que là aussi, on pourra, y compris la questionner sur les absences de ce rapport, ou sur un petit peu ce qui. Mais je pense que ce sera un débat qui, me semble-t-il, sera intéressant et complémentaire de ce que nous venons de faire. Merci encore à vous.